Le 20 juillet 1973, le monde entier s'est réveillé sous le choc d'une disparition inimaginable, celle d'un homme dont l'image incarnait la force, la discipline et l'invincibilité, un symbole vivant de la puissance humaine dont la présence sur grand écran avait redéfini non seulement le cinéma d'action, mais aussi la perception des acteurs asiatiques dans l'industrie hollywoodienne. Et pourtant, en ce jour funeste, Bruce Lee, âgé de seulement 32 ans et au sommet de sa gloire, s'éteignait dans l'appartement privé d'une actrice encore peu connue du grand public, Betty Ting-pei, une femme dont le nom allait soudainement basculer de l'ombre de la reconnaissance modeste à la lumière cruelle de la notoriété mondiale, non pas pour ses talents d'interprète, mais pour avoir été celle auprès de qui une légende avait rendu son dernier souffle, un événement qui allait transformer sa vie en un cauchemar public, marqué par le rejet, les accusations infondées, les menaces de mort et un silence imposé qui durerait plus de 5 décennies, jusqu'à ce qu'en 2024, à l'âge de 77 ans, elle décide enfin de briser ce mutisme imposé par la peur, la douleur et le poids d'un secret que personne n'avait voulu entendre, révélant une vérité bien plus complexe, bien plus humaine, que le récit simpliste et moralisateur que le monde avait choisi de croire depuis près d'un demi-siècle. Car derrière la mort tragique de Bruce Lee, il y a une histoire que peu ont voulu écouter, celle d'un homme poussé à ses limites physiques et psychologiques, d'une femme qui a aimé sans chercher à détruire, et d'un système médiatique et industriel qui a préféré faire d'un drame privé une affaire publique, transformant une victime en coupable, non pas par preuve, mais par présomption, par émotion, par besoin de trouver un responsable à une perte trop douloureuse pour être acceptée comme une simple tragédie du destin. Betty Ting-pei n'est pas apparue dans l'histoire par ambition, ni par calcul, ni par désir de nuire, mais parce qu'elle a croisé la route d'un homme en quête de réconfort, d'un géant qui, derrière sa musculature parfaite et son regard de feu, portait en lui une fragilité que peu pouvaient voir, et que seule une personne capable de le regarder sans idolâtrie pouvait véritablement comprendre. Aujourd'hui, à travers sa propre voix, pour la première fois, nous pouvons enfin entendre ce qui s'est réellement passé cette nuit fatidique, non pas à travers les rumeurs, les théories du complot ou les jugements hâtifs, mais à travers le témoignage d'une femme qui a vécu l'enfer sans jamais céder, qui a été brisée par la haine collective sans jamais répondre par la colère, et qui, après des décennies de silence, choisit de parler non pour se venger, ni pour réhabiliter son image, mais pour que la vérité, quelle qu'elle soit, puisse enfin exister, libre des chaînes du mensonge, de la manipulation et de la désinformation. Betty Ting-pei est née le 19 février 1947 à Taipei, dans une famille aisée et respectée de la société taïwanaise, où les valeurs traditionnelles, l'éducation rigoureuse et l'importance du statut social formaient le cadre dans lequel elle grandit, son père exerçant la médecine, une profession prestigieuse qui plaçait la famille au-dessus de la moyenne, et sa mère, issue d'un milieu similaire, veillant à ce que ses deux filles, dont Betty était l'aînée, reçoivent une éducation stricte, fondée sur la discipline, la modestie et le respect des conventions sociales, un environnement dans lequel l'expression personnelle était encadrée, où les rêves ambitieux, surtout ceux liés au monde du spectacle, étaient perçus non pas comme des aspirations légitimes, mais comme des écarts dangereux susceptibles de compromettre la réputation familiale, et pourtant, malgré cette pression constante, Betty nourrissait en secret une passion profonde pour le cinéma. Une fascination qu'elle avait développée dès son plus jeune âge en regardant les films hongkongais en mandarin, attiré non seulement par la beauté des images, mais par la puissance narrative, la dramaturgie intense et la capacité des actrices à incarner des personnages à la fois forts et vulnérables, une dualité qui résonnait en elle et qu'elle sentait pouvoir exprimer à travers son propre jeu. Dès ses débuts à l'écran, Betty se distingua par une beauté à la fois froide et sensuelle, marquée par des traits fins, un regard profondément expressif et une présence scénique rare, une combinaison qui ne passa pas inaperçue aux yeux des producteurs de Shaw Brothers, le studio le plus puissant de Hong Kong à l'époque, qui dominait l'industrie cinématographique asiatique avec une production massive de films d'arts martiaux, de drames historiques et de récits d'espionnage, et en 1967, à l'âge de 20 ans à peine, elle signa un contrat avec la compagnie, quittant Taipei pour s'installer à Hong Kong, où elle fut rapidement intégrée dans une série de productions qui exploitaient son image de femme mystérieuse, souvent fatale, manipulatrice ou traîtresse, des rôles qui, bien qu'ils lui permirent d'acquérir une certaine notoriété, contribuèrent aussi à enfermer son identité publique dans un stéréotype difficile à dépasser, celui de la séductrice dangereuse, une caricature que le public assimilait de plus en plus à sa personnalité réelle, renforçant une perception erronée qui allait plus tard jouer un rôle crucial dans la manière dont on la jugea après la mort de Bruce Lee. Pendant les années 1960 et au début des années 1970, Betty Ting-pei devint une figure régulière des affiches de cinéma à travers l'Asie,
apparaissant dans des films à succès qui attiraient des millions de spectateurs, mais malgré son talent et sa capacité à jouer des rôles variés, elle restait cantonnée à des personnages secondaires ou symboliques, rarement centrés sur sa propre évolution, et souvent réduits à des fonctions narratives de trouble ou de tentation, ce qui limitait sa marge de manœuvre artistique et l'empêchait de s'imposer comme une actrice à part entière, bien que son charisme et sa beauté naturelle continuassent à attirer l'attention des réalisateurs et des producteurs, dont certains voyaient en elle une potentielle star internationale, si seulement elle parvenait à s'extraire de l'ombre de ses rôles récurrents. C'est dans ce contexte que sa trajectoire croisa celle de Bruce Lee, un homme dont le nom, en 1972, commençait à résonner comme une promesse de changement dans l'industrie du cinéma asiatique, car Bruce Lee n'était pas seulement un acteur ou un combattant exceptionnel, il était une révolution vivante, un homme qui avait grandi entre les États-Unis et Hong Kong, formé aux arts martiaux dès l'enfance, et déterminé à prouver que les Asiatiques pouvaient non seulement exister dans le cinéma mondial, mais y dominer, grâce à une combinaison unique de technique, de philosophie, de charisme et d'ambition démesurée. Et lorsqu'il signa avec Golden Harvest, le studio concurrent de Shaw Brothers dirigé par Raymond Shaw, après avoir été rejeté par Hollywood à plusieurs reprises, il entra en scène avec une telle force que ses deux premiers films, The Big Boss, 1971, et Fist of Fury, 1972, pulvérisèrent tous les records d'entrée à Hong Kong et dans toute l'Asie, transformant un acteur inconnu en une icône planétaire en l'espace de quelques mois. Mais derrière cette ascension fulgurante se cachait un homme en proie à une pression immense, tant physique que psychologique, car Bruce Lee, obsédé par la perfection, s'entraînait jusqu'à l'épuisement, suivait des régimes extrêmes, expérimentait des compléments alimentaires, des diurétiques et des analgésiques, dormait peu, mangeait peu, et refusait de s'arrêter même lorsque son corps lui envoyait des signaux d'alerte, comme en mai 1973, lorsqu'il s'effondra sur le plateau de Enter the Dragon, son premier film hollywoodien, et fut transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins diagnostiquèrent un édème cérébral, une condition grave causée par un gonflement du cerveau en raison d'une accumulation de liquide, un avertissement médical clair que son organisme ne pouvait plus supporter un tel niveau d'effort. Mais Bruce, convaincu que son destin était trop grand pour être interrompu, refusa de ralentir, minimisa l'incident, et continua à travailler sans repos, convaincu que seul le travail, seul le succès, pouvait justifier sa vie. C'est dans cette période de tension extrême que sa relation avec Betty Ting Pei prit forme, non pas comme une simple aventure, ni comme une trahison calculée, mais comme une connexion humaine profonde, née d'un besoin mutuel de compréhension. Car Bruce, bien que marié à Linda Lee et père de 2 enfants, se sentait isolé, écrasé par les attentes du monde, incapable de montrer sa fatigue, sa peur, sa vulnérabilité, tandis que Betty, elle, ne le voyait pas comme une icône, mais comme un homme fatigué, brisé par la pression, et capable de moments de douceur, de doute, de fragilité que personne d'autre n'osait voir, et c'est précisément cela qui les rapprocha, une relation qui, selon ses propres mots, était fondée sur le respect, la sincérité et une émotion profonde, une relation qu'elle n'avait pas cherchée, mais qui s'était imposée naturellement, comme une réponse à une solitude partagée. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee se rendit à l'appartement de Betty Ting Pei, situé dans le quartier de Kowloon à Hong Kong, accompagné de Raymond Shaw, dans le cadre d'une réunion de travail concernant Game of Death, le film qu'il préparait comme réalisateur et acteur principal, une réunion qui devait être brève, mais qui s'éternisa, et lorsque Shaw quitta les lieux vers 18h, Bruce resta seul avec Betty. Visiblement épuisé, plus maigre que jamais, les traits tirés, le regard hagard, et peu de temps après, vers 19h, il se plaignit d'un violent mal de tête, une douleur qu'il connaissait déjà, mais qui cette fois semblait plus intense, plus profonde, et Betty, soucieuse de son état, lui proposa un comprimé d'équagésique, un antidouleur courant à Hong Kong composé d'aspirine et de méprobamate, un relaxant musculaire qu'il avait déjà pris à plusieurs reprises sans incident, et qu'il accepta avant de s'allonger dans la chambre d'amis pour se reposer, persuadé qu'il se sentirait mieux après une courte sieste. Betty ne s'inquiéta pas outre mesure, car Bruce avait déjà eu des épisodes similaires, notamment en mai, et avait toujours récupéré, mais lorsqu'il ne répondit pas à ses appels vers 20h30, elle sentit un frisson d'angoisse traverser son corps, elle entra dans la chambre, le secoua, tenta de le réveiller. En vain, il était inconscient, sans réaction, et elle paniqua, appelant immédiatement Raymond Shaw, qui arriva vers 21h45. Tenta lui aussi de ranimer Bruce, sans succès, puis fit venir le médecin personnel de Betty, qui arriva vers 22h, pratiqua des tentatives de réanimation, mesura le pouls,
constata l'absence de réactivité neurologique, et comprit que tout était perdu. Une ambulance fut appelée, Bruce fut transporté à l'hôpital Queen Elizabeth, mais à son arrivée, à 23h30, il fut déclaré mort, la cause officielle étant un édème cérébral, une condition déjà diagnostiquée 2 mois plus tôt, mais dont les circonstances exactes restaient obscures, surtout en raison de la prise récente d'équagésique, un médicament qui, bien que courant, pouvait provoquer une réaction fatale chez certaines personnes hypersensibles. Dans les heures qui suivirent, un silence s'installa autour de la vérité, car Raymond Shaw, craignant l'impact médiatique sur l'image de Bruce Lee, sur la famille et sur l'empire Golden Harvest, décida de dissimuler le lieu réel de la mort, affirmant publiquement que Bruce s'était effondré chez lui, en présence de sa femme Linda, une version rapidement relayée par la presse, mais qui ne tint pas face au rapport de police, aux témoignages des médecins et aux appels d'urgence, et lorsque la vérité éclata, Bruce Lee était mort dans l'appartement d'une autre femme. La réaction fut immédiate et violente, les journaux tabloïds s'emparèrent de l'affaire, titrant sur une liaison secrète, une maîtresse, un aphrodisiaque, un empoisonnement, transformant Betty Tin Pei en une figure diabolique, celle qui avait attiré Bruce dans un piège mortel, alors même qu'elle n'avait fait qu'essayer de soulager sa douleur. Les conséquences furent immédiates et dévastatrices pour Betty. Sa carrière s'effondra, les studios refusèrent de travailler avec elle, les journalistes campaient devant chez elle, les fans la harcelaient, la maudissaient, lui crachaient dessus dans la rue, elle reçut des menaces de mort, fut traitée de meurtrière, d'empoisonneuse, de femme fatale, et malgré son innocence, malgré son silence, elle devint le symbole d'un scandale qu'elle n'avait ni provoqué ni désiré. Une paria, une ombre, une survivante hantée par le souvenir d'un homme qui avait cessé de respirer sous ses yeux. Elle épousa Charles Eun en 1974, un acteur et producteur hongkongais, avec qui elle eut une fille, Candy, mais le mariage ne survécut pas à la pression, et ils divorcèrent dans les années 1980, laissant Betty seule avec sa fille, qu'elle éleva dans la discrétion, loin des projecteurs, adoptant peu à peu le bouddhisme comme refuge spirituel, se tournant vers la méditation, le végétarisme, la lecture des textes sacrés, trouvant dans la philosophie bouddhiste un moyen de faire face à la culpabilité, au traumatisme, à la solitude et à la peur constante d'être attaquée, car même des décennies plus tard, elle continuait à vérifier chaque nuit si sa fille respirait, une habitude née du souvenir de Bruce, de son corps inerte, de son silence absolu. Pendant plus de 50 ans, elle garda le silence, refusant les interviews, évitant toute exposition publique, vivant une vie recluse, presque invisible, jusqu'à ce qu'en 2024, dans une émission d'investigation de TVB intitulée Till the Truth, elle décide enfin de parler, non pas pour se plaindre, ni pour rejeter la faute, mais pour dire ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait perdu, confirmant qu'elle et Bruce étaient amants, qu'il l'avait courtisée, qu'elle l'avait aimé, mais qu'elle n'avait jamais voulu détruire son mariage, qu'elle avait simplement été là pour lui, dans un moment de faiblesse, et que la décision de mentir sur le lieu de sa mort avait été imposée par Raymond Shaw, avec l'accord, selon lui, de la famille, une décision qu'elle avait acceptée non par lâcheté, mais par respect pour ceux qui souffraient déjà assez. Des experts médicaux interrogés dans l'émission réexaminèrent le cas à la lumière des connaissances modernes, soulignant que Bruce Lee avait pu souffrir d'une hypersensibilité rare au méprobamate, une réaction fatale chez certaines personnes, surtout en cas de fatigue extrême, de déshydratation ou de prédisposition génétique, sachant que son père et son frère étaient morts jeunes, soudainement, lors de moments de repos, ce qui suggère une possible condition héréditaire non diagnostiquée, une maladie silencieuse que ni Bruce ni ses médecins n'avaient pu identifier à temps. Betty Tin Pei n'a pas tué Bruce Lee. Elle a aimé un homme brisé. Elle a assisté à sa mort. Elle a porté le poids d'un secret trop lourd pour une seule personne. Et aujourd'hui, à 77 ans, elle demande seulement qu'on cesse de la haïr, qu'on reconnaisse qu'elle aussi a été une victime, non pas de Bruce, ni du destin, mais de la machine médiatique, de la colère collective, de la nécessité humaine de trouver un coupable là où il n'y avait que tragédie. Bruce Lee était un géant. Mais les géants ne meurent pas seulement par trahison. Ils meurent aussi par excès de force, par manque de repos, par oubli de leur propre humanité. Et Betty Tin Pei, loin d'être une ombre malfaisante, fut peut-être l'une des rares personnes à l'avoir vu tel qu'il était, un homme, avec ses faiblesses, ses doutes, et son besoin d'être aimé, simplement. Au fil des années, les rumeurs autour de sa mort se sont multipliées, alimentées par une fascination morbide pour le destin des icônes, par un besoin de mystère, de conspiration, d'explication surnaturelle, certains affirmant que Bruce Lee avait été assassiné par les triades, d'autres qu'il avait été empoisonné par des rivaux jaloux, d'autres encore qu'il avait été victime d'une malédiction familiale.
renforcée par la mort tragique de son fils Brandon, tué par balle sur le tournage de The Crow. En 1993, 2 décennies plus tard, comme si le destin s'acharnait sur la lignée Lee, mais aucune preuve concrète n'a jamais étayé ces théories, et le rapport médical, bien que controversé, reste le seul document officiel attestant de la cause du décès. Pourtant, le mythe a survécu, car les légendes ne meurent jamais vraiment, elles se transforment, elles s'adaptent, elles prennent la forme que le public veut leur donner. Et dans cette transformation, Betty Ting Pei est devenue bien plus qu'une actrice oubliée. Elle est devenue un symbole, un bouc émissaire, une figure tragique, une femme dont la vie a été dévorée par un événement qu'elle n'a pas contrôlé, et dont la vérité, trop longtemps étouffée, mérite enfin d'être entendue. Car ce n'est pas seulement la mort de Bruce Lee qui a changé l'histoire, mais aussi le silence de Betty Ting Pei, un silence qui, pendant 50 ans, a permis au mensonge de régner, à la haine de prospérer, à l'injustice de s'installer comme une vérité. Et aujourd'hui, en brisant ce silence, elle ne cherche pas la rédemption, ni la gloire, ni même la justice, mais simplement la reconnaissance d'avoir été humaine, d'avoir aimé, d'avoir souffert, et d'avoir survécu. Croyez-vous que sa confession révèle enfin la vérité sur la mort de Bruce Lee? Ou pensez-vous que le mystère reste irrésolu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour plus d'histoires du côté caché de l'histoire.